Ils ont jeté une fête 3 jours après ils m'ont tué. Ma belle-mère a fait sauter le champagne dans le couloir de l'hôpital. La maîtresse de mon mari a essayé ma robe de mariée dans ma propre chambre. Ils ont ri. Ils ont célébré. Ils ont même choisi un nom pour mon bébé, un nom que je n'ai jamais choisi. Et j'ai entendu chaque seul mot parce que voici la chose. Ils ne savaient pas. Je n'étais pas morte. J'étais piégée à l'intérieur de mon propre corps, pleinement consciente, complètement paralysée, les écoutants planifier comment dépenser mon argent d'assurance vie. Pendant 30 jours, j'ai tout entendu. L'affaire, la conspiration, le plan de vendre l'un de mes jumeaux nouveau-nés pour 150 000 en espèces. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que je ne pouvais pas riposter. Ils avaient tellement incroyablement tort. Ce qui se passe ensuite vous choquera jusqu'à votre cœur. Mais avant que nous commencions, faites-moi une faveur. Frappez ce bouton d'abonnement et activez les notifications parce que vous ne voulez pas manquer une seule seconde de cette histoire. Croyez-moi, la fin est quelque chose que vous ne verrez jamais venir. Maintenant, laissez-moi vous raconter le jour où je suis morte. Cette histoire vous enseignera quelque chose de puissant. Ne sous-estimez jamais une femme qui n'a plus rien à perdre. Parce que quand il pense que vous êtes impuissante, quand il vous exclut, quand il célèbre votre défaite, c'est exactement là que vous devenez la plus dangereuse. Si vous vous êtes déjà senti trahi, abandonnée ou impuissante, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'à la fin parce que ce que Samantha a fait ensuite changera la façon dont vous voyez la survie, la force et la justice pour toujours. Mon nom est Samantha Brennan. Je suis né et j'ai grandi à Columbus, Ohio, la seule fille de Marcus Brennan, un détective des homicides qui a passé 30 ans à mettre des meurtriers derrière les barreaux, et Catherine Brennan, une enseignante qui est morte d'un cancer quand j'avais 22 ans. J'ai hérité de l'entêtement de mon père et de la gentillesse de ma mère. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que cette combinaison me protégerait du pire que le monde avait à offrir. Ça n'a pas été le cas. Ceci est l'histoire de comment je suis morte, suis revenue et ai détruit tous ceux qui m'ont trahi. Cela a commencé 6 mois avant la salle d'accouchement. 6 mois avant le sang et les cris et le moment où mon cœur a cessé de battre sur une table d'opération pendant que mon mari se tenait dans le coin, vérifiant son téléphone. Cela a commencé avec un test de grossesse, 2 lignes roses, et le sourire de mon mari Andrew qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je me souviens de ce matin d'octobre avec une clarté parfaite. La lumière d'automne du Connecticut traversait les fenêtres de notre chambre, peignant tout dans des tons d'or et d'ambre. Les draps couleur crème sous moi coûtèrent plus que ma première voiture. Le lit à baldaquin était dans la famille d'Andrew depuis 3 générations. La vue depuis notre fenêtre montrait des érables aux couleurs d'automne complètes, une pelouse manucurée qu'une équipe de paysagistes entretenait 2 fois par semaine, et une clôture de fer rangée repassée qui séparait notre propriété des voisins, auxquels nous ne parlions jamais. Ceci était ma vie maintenant. Belle, chère, vide de façon que je commençais seulement à comprendre. Andrew était toujours au lit quand je suis sorti de la salle de bain, tenant le test de grossesse. Mes mains tremblaient. Nous avions essayé pendant 2 ans. 2 ans de tableaux de température et de kits d'ovulation et d'intimité soigneusement chronométrés qui avaient commencé à ressembler plus à une procédure médicale qu'à un acte d'amour. Andrew, hey, je dis, Andrew, viens ici. Regarde ça. Il s'est assis dans le lit, frottant le sommeil de ses yeux. La lumière du matin a capté ses traits d'une manière qui m'a rappelé pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui en premier lieu. Mâchoire forte, cheveux foncés avec juste une pointe de gris aux tempes, yeux bleus qui pouvaient vous faire sentir comme la seule personne dans la pièce quand il se concentrait sur vous. Bal, mais dernièrement, ses yeux se concentraient rarement sur moi. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé, tendant la main vers son téléphone sur la table de nuit. Avant même de regarder ce que je tenais, j'ai levé la tête. « 2 lignes roses, nous allons avoir un bébé, » ai-je dit. Pendant un moment, juste un moment, j'ai vu quelque chose d'authentique traverser son visage. Surprise, peut-être même de la joie.
Il est sorti du lit et m'a étreinte. Et je me suis laissé couler dans cette étreinte. Je me suis laissé croire que ce bébé réparerait tout ce qui avait mal tourné entre nous. C'est là que je l'ai remarqué. Son téléphone. Il vérifiait son téléphone par-dessus mon épaule pendant qu'il m'étreignait. Rapide, subtil, comme s'il pensait que je ne le remarquerais pas. J'ai remarqué. J'ai toujours remarqué, mais je l'ai rangé comme j'avais rangé des choses pendant des mois. Les nuits tardives au travail, les voyages d'affaires qui semblaient se multiplier, la façon dont il s'excusait pour prendre des appels dans une autre pièce, le parfum inconnu que je sentais parfois sur ses chemises. J'ai tout rangé parce que je voulais croire en la vie que nous construisions. Je voulais croire que l'homme beau et charmant que j'avais épousé il y a 3 ans était toujours là quelque part sous la distance et la distraction. J'étais une folle. Mais j'étais sur le point de devenir quelque chose d'autre entièrement. Laissez-moi vous parler d'Andrew Cole parce que le comprendre est essentiel pour comprendre tout ce qui est venu après. Andrew venait de vieil argent, pas juste riche, vieil argent, le genre d'argent qui construit des ailes d'hôpital et les nomme d'après lui-même. Le genre d'argent qui fait disparaître les problèmes et fait oublier aux gens les vérités gênantes. Le genre d'argent qui s'étend sur des générations et corrompt tous ceux qu'il touche. Son arrière-grand-père avait fait fortune dans les chemins de fer au tournant du siècle. Son grand-père l'avait multiplié grâce à l'immobilier. Son père l'avait mal géré et était mort d'une crise cardiaque quand Andrew avait 16 ans, laissant l'empire familial entre les mains de sa mère, Margaret Cole. Ce nom me fait encore frissonner la peau. Margaret avait épousé la fortune de la famille Cole il y a 40 ans, une belle jeune femme d'une famille respectable mais pas riche, qui avait attiré l'œil de Richard Cole lors d'un gala de charité. Elle avait passé les 4 décennies suivantes à protéger cette fortune comme un dragon garde sa horde. Et elle avait élevé son seul fils à croire que le nom de famille Cole était plus important que toute autre chose au monde, plus important que l'honnêteté, plus important que la décence, plus important que les vies de quiconque se mettait en travers. Margaret ne m'a jamais aimé. Dès le moment où Andrew m'a ramené à la maison pour la rencontrer, je pouvais voir le calcul dans ses yeux bleus froids. J'étais une infirmière de l'Ohio, de classe moyenne. Mon père conduisait un pick-up de 10 ans et pensait qu'un dîner chic signifiait l'Olive Garden lors d'occasions spéciales. Je ne venais pas de la bonne famille. Je ne comprenais pas comment les choses fonctionnaient dans leur monde. Mais Andrew m'a choisi quand même, ou du moins je le pensais. Nous nous sommes rencontrés à un gala de charité 3 ans avant le test de grossesse. Je travaillais comme infirmière à Hartford General, tirant des doubles quarts pour rembourser mes prêts étudiants. L'un des médecins m'avait invité à l'événement comme son +1. Une opportunité de réseautage, a-t-il dit, une chance de côtoyer des donateurs potentiels pour l'hôpital. Je portais une robe que j'avais achetée en liquidation et je me sentais complètement déplacé parmi les robes de créateurs et les bijoux hérités. J'étais debout près du bar, sirotant un verre de champagne que je ne pouvais pas vraiment me permettre et me demandant combien de temps je pourrais partir poliment quand Andrew apparut à côté de moi. « Vous avez l'air de préférer être n'importe où ailleurs », dit-il avec un sourire. Cela montrait des dents blanches parfaites. Est-ce si évident seulement pour quelqu'un qui ressent la même chose? Il était charmant, attentif. Il a posé des questions sur mon travail. Et quand je lui ai dit que j'étais une infirmière aux urgences, il a semblé véritablement intéressé. Pas l'intérêt poli et vitreux de quelqu'un qui fait la conversation, mais une réelle curiosité pour ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Cela doit être incroyable, a-t-il dit. Sauver des vies, faire une vraie différence. Ce n'est pas toujours comme dans les émissions de télévision, ai-je admis. La plupart du temps, c'est de la paperasse et des relations avec les compagnies d'assurance et de voir des gens mourir parce qu'ils n'ont pas pu se permettre de consulter un médecin plus tôt. Mais parfois, vous les sauvez. Parfois, j'ai accepté. Parfois, nous les sauvons. Il m'a souri alors et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la possibilité. Il m'a poursuivi sans relâche après cette nuit.
des fleurs livrées à l'hôpital, des voyages surprises de week-end dans des endroits que je n'avais jamais pu me permettre, des dîners dans des restaurants où le menu n'avait pas de prix, parce que si vous deviez demander, vous ne pouviez pas vous le permettre. J'aurais dû être méfiante. J'aurais dû me demander pourquoi un homme comme Andrew Cole, héritier d'une fortune familiale, était si intéressé par une infirmière de l'Ohio qui conduisait une Honda Civic et vivait dans un studio. Mais j'avais 29 ans. J'avais passé mes 20 ans à travailler 70 heures par semaine et à regarder ma mère mourir lentement d'un cancer et à essayer de bâtir une carrière qui la rendrait fière. Je n'avais jamais eu le temps pour la romance. Je n'avais jamais eu quelqu'un me poursuivre comme si j'étais la personne la plus importante du monde. Alors je me suis laissé tomber amoureuse. Et quand Andrew m'a demandé en mariage après 6 mois, j'ai dit oui. Le mariage était tout ce dont je n'avais jamais rêvé parce que je n'avais jamais osé rêver si grand. 200 invités, une cérémonie à la cathédrale, une réception au domaine de la famille Cole, qui coûtait plus que ce que j'aurais gagné en une décennie de soins infirmiers. Mon père m'a conduite dans l'allée dans un smoking loué, l'air mal à l'aise mais fier. Il s'était méfié d'Andrew dès le début, l'instinct de flic qui ne s'éteignait jamais tout à fait. Mais il avait gardé ses inquiétudes pour lui-même parce qu'il voulait que je sois heureuse. Je me souviens du regard qu'il m'a lancé juste avant de me confier à Andrew. Un regard qui disait « J'espère que tu sais ce que tu fais ». Je ne savais pas. Le premier signe de problème est apparu lors de notre lune de miel. Nous étions à Bali, séjournant dans un complexe qui coûtait 3 000 $ par nuit. Je n'avais jamais rien vécu de tel. Villa privée, piscine à débordement surplombant l'océan, personnel qui apparaissait silencieusement chaque fois que vous aviez besoin de quelque chose et disparaissait tout aussi silencieusement quand vous n'en aviez pas besoin. La troisième nuit, le téléphone d'Andrew a sonné pendant le dîner. Il s'est excusé pour prendre l'appel et je suis resté seul à table, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose, essayant de ne pas sentir le nœud froid se former dans mon estomac. Il est parti pendant 45 minutes. Quand il est revenu, il s'est excusé. « Urgence professionnelle », a-t-il dit. « Tu sais comment c'est. » Je ne savais pas comment c'était. J'étais infirmière. Quand j'étais hors service, j'étais hors service. Mais j'ai souri et hoché la tête et les laissé remplir mon verre de vin. Ce schéma a continué après notre retour au Connecticut. Andrew travaillait dans le développement immobilier, techniquement, mais principalement, il gérait les propriétés existantes de la famille et assistait à des réunions et jouait au golf avec des hommes qui avaient des noms comme Thornton et Bradford. Il était rarement à la maison avant 8 heures. Parfois, il ne rentrait pas avant minuit. « Dîners d'affaires », disait-il, événement de réseautage. Tu comprends? J'ai compris que je passais la plupart de mes soirées seul dans un manoir qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. J'ai abandonné ma carrière d'infirmière 6 mois après le mariage. C'était la suggestion de Margaret, livrée avec ce sourire froid qui lui était propre lors du brunch du dimanche. « Les femmes Cole ne travaillent pas », dit-elle comme si c'était une déclaration de loi naturelle. « Les femmes Cole soutiennent leur mari. Les femmes Cole élèvent la prochaine génération. Les femmes Cole maintiennent la position sociale de la famille. » Andrew n'était pas en désaccord. Il pensait que ce serait bon pour moi d'avoir plus de temps. Du temps pourquoi? Il n'a pas spécifié. Alors j'ai démissionné. J'ai abandonné 8 ans de formation et d'expérience. J'ai abandonné les collègues qui étaient devenus comme une famille. J'ai abandonné le sens du but qui m'avait fait sortir du lit chaque matin depuis mes 22 ans. Je me suis dit que c'était un sacrifice qui en valait la peine. Je me suis dit que je construisais une nouvelle vie, une meilleure vie. Je construisais juste une prison plus élaborée. L'isolement est arrivé si progressivement, je ne l'ai pas remarqué avant qu'il ne soit presque complet. Mes amis de l'école d'infirmière ont cessé d'appeler parce que j'étais toujours trop occupé avec des fonctions caritatives et des obligations sociales. Mon père et moi sommes forcés de parler tous les jours à parler 1 fois par mois parce que Margaret semblait toujours planifier des événements familiaux les mêmes week-ends que j'avais prévu de visiter l'Ohio. En rétrospective,
Je peux voir à quel point cela a été fait délibérément. Avec quelle minutie Margaret m'a coupé de tous ceux qui auraient pu voir ce qui se passait, qui auraient pu me prévenir. Mais à l'époque, je me sentais juste seul, perdu, comme si j'avais abandonné tout ce qui faisait de moi ce que j'étais, et la personne laissée derrière était quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Puis j'ai trouvé le téléphone jetable. Il était caché dans la voiture d'Andrew, glissé sous le pneu de secours dans le coffre. Je ne le cherchais même pas. La batterie de ma voiture était morte et j'avais besoin de câbles de démarrage pour me rendre à un examen prénatal. Enceinte de 12 semaines de ce que je pensais être notre bébé miracle. Le téléphone était bon marché, prépayé, le genre que vous achetez dans un dépanneur comme vous ne voulez pas que quelqu'un trace vos appels. Il a sonné pendant que je le tenais. Un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. « Salut bébé !» Une voix de femme, jeune, confiante, intime, d'une manière qui m'a fait glacer le sang. « Je t'attendais. »« Quand viens-tu » J'ai reconnu sa voix immédiatement. Jennifer Ashworth, assistante exécutive d'Andrew, 28 ans, grande et blonde et belle de cette manière vive et affamée qui m'avait mise mal à l'aise lors des dîners d'entreprise sans pouvoir expliquer pourquoi. J'ai raccroché sans dire un mot. Je me tenais là dans mon garage, enceinte de 12 semaines, tenant un téléphone mort et les ruines fumantes de mon mariage. L'ancienne Samantha l'aurait confronté immédiatement, aurait crié et pleuré et exigé des réponses, lui aurait donné la chance de s'en sortir par le mensonge, de l'expliquer, de me faire douter de ce que j'avais entendu de mes propres oreilles. Mais quelque chose a changé en moi à ce moment. Quelque chose est devenu froid et immobile et calculateur. Si Andrew pouvait mentir si convaincantement pendant si longtemps, de quoi d'autre était-il capable? Qu'est-ce qu'il cachait d'autre? Qu'est-ce que sa mère l'aidait à cacher d'autre? J'avais besoin de me protéger. J'avais besoin de protéger mon bébé. J'avais besoin de me préparer à la guerre. Cette nuit-là, j'ai remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé. J'ai salué Andrew quand il est rentré à la maison avec un sourire. J'ai écouté ses mensonges sur sa journée et j'ai hoché la tête à tous les bons endroits. Et puis, j'ai commencé à planifier. Au cours des 5 mois suivants, je suis devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. En surface, j'étais la même belle femme que Margaret s'attendait à ce que je sois. J'ai souri à ses commentaires passifs, agressifs sur ma cuisine, mes choix de décoration, ma famille. J'ai fait semblant de ne pas remarquer quand Andrew rentrait à la maison sentant le parfum de Jennifer. J'ai joué le rôle qu'ils attendaient de moi avec une précision parfaite. Mais sous cette surface, je me préparais à tous les scénarios possibles. La première chose que j'ai faite a été de mettre à jour mon testament. J'ai rencontré une avocate à Hartford, une femme nommée Rachel Torres, qui était fortement recommandée et qui n'avait absolument aucune connexion avec la famille Cole. Je lui ai dit que je voulais m'assurer que mon enfant serait protégé s'il m'arrivait quelque chose. Elle n'a pas posé trop de questions. Les avocats en planification successorale le font rarement. S'il m'arrive quelque chose, lui ai-je dit, la garde de mon enfant revient à mon père. Marcus Brennan, pas à mon mari, pas à quiconque de sa famille. Mon père. Êtes-vous préoccupé par quelque chose de spécifique? A demandé Rachel avec prudence. Je suis infirmière, c'est Sonny Aramus. Et je dis, je sais à quelle vitesse la vie peut changer. Je veux être préparé. Elle a rédigé les documents. Je les ai signés. J'ai payé ses honoraires en espèces depuis mon compte bancaire secret, celui dont Andrew ne savait rien. C'était la deuxième chose que j'ai faite. Le compte bancaire secret. Je l'ai ouvert dans une petite coopérative de crédit dans une ville à 30 mètres de notre maison. J'ai utilisé mon nom de jeune fille, Samantha Brennan, et l'adresse de mon père en Ohio. Au cours des 5 mois suivants, j'ai lentement, soigneusement transféré de l'argent de nos comptes joints, de petites sommes qui ne soulèveraient aucun drapeau. Quelques centaines ici, quelques centaines là. Au moment où j'étais enceinte de 8 mois, j'avais 50 000 $ cachés. Assez pour recommencer si j'en avais besoin.
Assez pour me battre si je devais le faire. La troisième chose que j'ai faite a été d'installer des caméras. J'ai fait des recherches attentivement. Au Connecticut, les propriétaires ont légalement le droit d'installer des caméras de sécurité dans leur propre maison. Tant que je possédais la propriété, et techniquement la maison était à nos deux noms, je pouvais enregistrer tout ce qui s'y passait. J'ai acheté 6 caméras sans fil sur Amazon. De petites choses, à peine visibles, faciles à cacher. Je les ai installées moi-même pendant qu'Andrew était au travail. Une dans le salon, une dans la cuisine, une dans la chambre principale, une dans le bureau à domicile d'Andrew, une dans la chambre de bébé. Nous nous préparions ensemble comme un couple heureux attendant leur premier enfant, une dans le couloir à l'extérieur de la chambre. Toutes téléchargées automatiquement vers le stockage cloud, protégées par mots de passe cryptés. S'il m'arrivait quoi que ce soit, il y aurait un enregistrement. La quatrième chose que j'ai faite a été de tout documenter. J'ai acheté un journal et l'ai gardé caché dans une boîte de tampons sous l'évier de la salle de bain. Chaque texte suspect que j'apercevais sur le téléphone d'Andrew, je l'écrivais. Chaque nuit tardive, chaque mensonge, chaque fois que son histoire ne correspondait pas tout à fait. J'ai aussi commencé à faire attention à Margaret d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Elle venait chez nous au moins 2 fois par semaine. Elle avait une clé. Elle entrait quand elle voulait, que nous soyons à la maison ou que nous l'attendions. J'avais toujours pensé que c'était juste sa nature dominatrice, son incapacité à respecter les limites. Maintenant, je me demandais si c'était quelque chose de plus. J'ai commencé à remarquer la façon dont elle me regardait, la façon dont ses yeux s'attardaient sur mon ventre qui grossissait avec une expression qui n'était pas tout à fait de la joie. La façon dont elle parlait du bébé comme si j'étais simplement le vaisseau qui livrerait le prochain héritier Cole. La famille Cole a besoin d'un héritier, a-t-elle dit une fois. Quand j'étais enceinte d'environ 6 mois, cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu une nouvelle génération. C'est notre enfant, ai-je dit. Attentivement, pas juste un héritier. Elle a souri de ce sourire froid qui lui était propre. Bien sûr, ma chère, quoi que vous disiez. Mais ses yeux disaient quelque chose de différent. Ses yeux disaient qu'elle planifiait quelque chose, qu'elle attendait quelque chose. 1 mois avant ma date d'accouchement, j'ai découvert ce qu'elle attendait. C'était un jeudi soir fin mars. Andrew était censé être à un dîner d'affaires. Margaret était passée pour ce qu'elle appelait une visite rapide qui avait déjà duré 2 heures. J'étais épuisé, enceinte de 8 mois, dormant à peine, constamment mal à l'aise. Je me suis excusé pour utiliser la salle de bain et j'ai ensuite décidé de monter à l'étage pour m'allonger quelques minutes. C'est là que je les ai entendus, la voix d'Andrew venant du bureau. Il n'était pas à un dîner d'affaires. Il était chez nous en réunion avec sa mère et ils pensaient tous deux que j'étais encore en bas. J'aurais dû m'annoncer, j'aurais dû entrer et demander ce qui se passait. Au lieu de cela, je suis resté dans le couloir juste au coin et j'ai écouté. « Avez-vous parlé à l'avocat du calendrier du divorce? » a demandé Margaret. J'ai senti mon cœur s'arrêter. « Maman, pouvons-nous attendre après la naissance du bébé? » Andrew avait l'air fatigué, frustré. C'est compliqué. Compliqué, c'est d'avoir cette femme élevée à un charbon. Super, la voix de Margaret était aiguë. Jennifer est prête à intervenir. Elle comprend notre famille. Samantha ne l'a jamais fait. Et si Samantha se bat pour la garde, il y eut une longue, lourde pause. Elle ne pourra pas se battre si elle n'est pas là pour se battre. L'air dans mes poumons s'est transformé en glace. Maman, la voix d'Andrew était étrange, incertaine. Que dis-tu? Je dis, chérie, que les problèmes ont des solutions. Ils en ont toujours. Je me suis éloigné de la porte silencieusement, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Mes mains étaient pressées contre mon ventre, contre le bébé qui donnait des coups de pied à l'intérieur de moi. Complètement inconsciente que son père et sa grand-mère discutaient de manière désinvolte, éliminant sa mère, je suis retourné à la salle de bain sans faire de bruit. J'ai verrouillé la porte, me suis assise sur le bord de la baignoire et j'ai essayé de respirer. Les problèmes ont des solutions.
C'est ce que Margaret avait dit. Comme si j'étais un problème. Comme si se débarrasser de moi n'était qu'un autre élément sur sa liste de choses à faire. Cette nuit-là, après qu'Andrew soit parti à nouveau, après que Margaret soit finalement rentrée chez elle, j'ai parcouru la maison, vérifiant chaque caméra. Je me suis assuré que le stockage cloud fonctionnait. Je me suis assuré que mon mot de passe était fort. Puis je me suis assise dans la chambre de bébé dans le fauteuil à bascule que j'avais choisi moi-même. Et j'ai fait une promesse à mon enfant à naître. Je te protégerai, et je chuchotais dans l'obscurité. Quoi qu'il en coûte, quoi que je doive faire, ils ne te blesseront pas. Je pensais que j'étais préparé à tout. J'avais tort. 3 semaines avant ma date d'accouchement, le stress de tout ce que je portais m'a rattrapé. C'était un dimanche matin. Andrew était censé jouer au golf. Margaret s'était invitée pour le brunch, comme elle le faisait tous les dimanches. Et je préparais des œufs et des toasts pendant qu'elle était assise sur mon îlot de cuisine, critiquant mon choix de jus d'orange. Le pressé frais est vraiment la seule option acceptable, a-t-elle dit, regardant le carton de Whole Foods comme si c'était quelque chose qu'elle avait gratté de sa chaussure. Mais je suppose que vous n'avez pas été élevé pour connaître ces choses. J'ai mordu ma langue, j'ai souri, j'ai continué à cuisiner. Jennifer utilise du pressé frais. Margaret a continué. Elle est en fait une très bonne cuisinière. Andrew dit que ses œufs bénédictines sont exceptionnels. La mention de Jennifer a fait que quelque chose s'est tordu dans mon estomac. J'ai besoin d'utiliser les toilettes. Ai-je dit, posant ma spatule. Je suis arrivé à la salle d'eau avant que les crampes ne commencent. Aiguë, intense, différente des contractions de Braxton Hicks que j'avais depuis des semaines. J'ai attrapé le bord de l'évier et j'ai essayé de respirer à travers. Une autre crampe, plus forte cette fois. J'ai regardé en bas et j'ai vu du sang. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait très, très mal. Je suis sorti en trébuchant vers la cuisine. Margaret, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Quelque chose ne va pas. Je pense que j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Elle a levé les yeux de son téléphone avec une expression de légère irritation. Vous êtes probablement juste dramatique. Les mères, pour la première fois, réagissent toujours de manière excessive. Je saigne, ai-je dit. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, j'ai besoin d'y aller maintenant. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Bien, dit-elle. J'appellerai Andrew. Il n'y a pas le temps. J'ai besoin d'y aller maintenant. Elle a fait semblant de chercher ses clés de voiture, prenant son temps. Chaque seconde, se sentant comme une éternité pendant que les crampes me déchiraient le corps et que le sang imbibait mes vêtements. Au moment où nous sommes arrivés à l'hôpital, j'étais en travail actif 3 semaines plus tôt. La salle d'urgence était le chaos. Des infirmières se précipitant, des médecins appelés par interphone, quelqu'un me posant une intraveineuse dans le bras, pendant que quelqu'un d'autre vérifiait le rythme cardiaque du bébé. Andrew est arrivé 2 heures plus tard. Il avait été à l'appartement de Jennifer. Je l'ai découvert bien plus tard, ne jouant pas du tout au golf. Il se tenait dans le coin de ma salle d'accouchement, téléphone à la main, l'air plus agacé qu'inquiet. Le travail s'est prolongé encore et encore et encore. 8 heures de contraction, 12 heures, 16 heures. La douleur était différente de tout ce que j'avais jamais vécu, même pendant mes années d'infirmière. J'avais l'impression que mon corps essayait de se déchirer de l'intérieur. J'ai supplié pour la main d'Andrew, pour son réconfort, pour n'importe quoi. Il se tenait dans le coin sur son téléphone. « Andrew? » ai-je haleté entre les contractions. « S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. » Il n'a même pas levé les yeux. « Vous vous débrouillez bien, » a-t-il dit. « Les médecins s'en occupent. » Margaret était assise sur une chaise près de la fenêtre, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes, comme si elle attendait que quelque chose de précis se produise. 16h37 après le début du travail, quelque chose s'est produit. Je l'ai senti avant tout le monde. Une chaleur se répandant sous moi. Trop de chaleur, trop vite. J'ai ouvert la bouche pour appeler à l'aide, mais l'infirmière était déjà là, son visage devenant blanc,
en regardant les moniteurs. Elle fait une hémorragie, a-t-elle dit, claquant sa main sur le bouton d'urgence. Code bleu, code bleu. Après cela, tout est devenu un flou d'alarmes et de cris et de gens courants. Dr. Morrison, le médecin traitant, est apparu à mon chevet. « Elle perd trop de sang », a-t-il dit. « Nous devons opérer maintenant. » Ma vision commençait à se rétrécir. Les bords du monde devenaient sombres à travers le chaos. J'ai entendu la voix d'Andrew, claire, calme, faisant un choix qui a révélé tout ce qu'il était vraiment. « Sauver le bébé », a-t-il dit. « Quoi qu'il en coûte, sauver le bébé. Pas sauver ma femme, pas sauver les deux. Juste le bébé, l'héritier. » Ce furent les derniers mots que j'ai entendus clairement avant que la conscience ne s'estompe. Et dans cette obscurité, j'ai pensé que c'était fini. J'ai pensé que j'étais morte. Je me suis trompé. La mort, il s'avère, n'est pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas de lumière vive, pas de tunnel, pas d'être cher attendant de me souhaiter la bienvenue de l'autre côté. Il n'y avait que l'obscurité, complète, absolue, comme être au fond de l'océan sans aucune notion de haut ou de bas. Et puis lentement, les sons ont commencé à filtrer, étouffés d'abord, distants, comme entendre des voix à travers une vitre épaisse. Un son de bip, still, rythmique, un moniteur cardiaque. J'ai réalisé que ma formation d'infirmière s'activait même dans cet étrange état crépusculaire. Voix, professionnelle, fatiguée, heure du décès, 3h37. C'était une voix d'homme, Dr. Morrison. J'ai reconnu son ton prudent et mesuré. Mon esprit a crié. Je ne suis pas morte, je suis juste ici, je peux vous entendre. Mais rien ne s'est passé. Mes yeux ne s'ouvraient pas. Ma bouche ne fonctionnait pas. Mon corps était complètement, terriblement insensible. Le bébé, c'était une voix de femme, une infirmière, vivante, fille en bonne santé. Mais la mère, devons-nous l'appeler officiellement? Oui. Elle est partie. Partie. Ils pensaient que j'étais parti. Je voulais crier. Je voulais m'asseoir et leur dire qu'ils avaient tort. J'étais juste là. Je pouvais tout entendre. J'étais vivante. Mais mon corps était une prison, et j'étais enfermé à l'intérieur sans clé. À l'école d'infirmière, j'avais appris cette condition, le syndrome de l'enfermement. C'est rare, n'affectant qu'une infime fraction de patients qui souffrent de certains types de lésions cérébrales. L'esprit reste pleinement conscient, pleinement alerte, mais le corps est complètement paralysé. Le patient peut tout entendre, tout sentir, tout comprendre ce qui se passe autour de lui. Ils ne peuvent juste pas répondre. Ils ne peuvent juste pas dire à quiconque qu'ils sont encore en vie. J'avais toujours pensé que ça ressemblait à un cauchemar. Maintenant, je le vivais. Ils m'ont roulé hors de la salle d'opération. J'ai senti le drap être tiré sur mon visage, le linge d'hôpital rugueux grattant contre mon nez et mes lèvres. J'ai senti l'air froid du couloir alors qu'il poussait ma civière à travers l'hôpital. Puis la température a chuté brusquement. La morgue, oh mon Dieu, il m'emmenait à la morgue. La table métallique était glaciale contre mon dos. Je pouvais sentir chaque degré de ce froid, mais je ne pouvais pas frissonner, ne pouvais pas réagir, ne pouvais rien faire. Un préposé de la morgue fredonnait quelque part à proximité, se déplaçant dans la pièce. J'ai entendu le cliquetis des instruments métalliques étant rangés. C'est ainsi que ça se termine. J'ai pensé qu'ils allaient m'ouvrir. Ils vont m'embaumer et je vais sentir chaque seconde de cela. La terreur était indescriptible. Pire que le travail, pire que l'hémorragie, pire que tout ce que j'avais jamais vécu en 8 ans de soins infirmières d'urgence. J'avais vu la mort 100 fois. J'avais tenu la main de patients mourants et leur avais dit que ce serait paisible, qu'ils devaient lâcher prise, qu'il n'y avait rien à craindre. J'avais tort. Il y avait tout à craindre. Mais alors quelque chose s'est passé. Le préposé de la morgue a cessé de fredonner. « Attendez !» a-t-il dit. « Qu'est-ce que le... » J'ai senti ses doigts sur mon poignet, puis sur mon cou. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Sa voix s'est brisée sous le choc. « J'ai un pouls!
Elle a un pouls. Le chaos a éclaté. Des pas courants, des voix criantes, la civière bougeant à nouveau, se précipitant à travers l'hôpital. J'étais vivante, mais personne ne savait que j'étais consciente. Le docteur Morrison a expliqué ma condition à Andrew et Margaret quelques heures plus tard. J'ai entendu chaque mot, allongé immobile dans mon lit d'hôpital, des machines bipant régulièrement autour de moi. Votre femme a survécu à l'hémorragie, a dit le docteur Morrison, mais elle a subi une privation d'oxygène significative pendant la crise. Elle est maintenant dans un coma profond. Nous appelons cela un état d'enfermement. Qu'est-ce que cela signifie? C'était de la voix d'Andrew, impatiente, comme si ma crise médicale était un inconvénient dans son emploi du temps. Cela signifie qu'elle est complètement insensible. Elle ne peut pas bouger, pas communiquer, pas interagir avec le monde de quelque manière que ce soit. Cependant, il y a une chance, peut-être 10 à 15%, qu'elle puisse entendre et comprendre ce qui se passe autour d'elle, même si elle ne peut pas répondre. Mais elle ne peut pas communiquer. La voix de Margaret était aiguë, ne peut pas bouger du tout. Non, elle est complètement paralysée, donc elle est essentiellement un légume. J'ai entendu le malaise du docteur Morrison dans la pause qui a suivi. Nous n'utilisons pas ce terme, Madame Cole. C'est une patiente dans le coma. Elle pourrait potentiellement se rétablir. Quel est le calendrier? A demandé Andrew. Combien de temps cela pourrait-il durer? Impossible de dire. Des jours, des semaines, des mois. Certains patients restent dans cet état pendant des années. Il y eut un long silence. J'ai imaginé Margaret calculant, planifiant, ajustant ses stratagèmes. Et si nous décidions de mettre fin à la souffrance? Sa voix était froide, pratique, comme si elle demandait à abattre un chien malade. Quel est le processus légal? Après 30 jours sans amélioration, la famille peut demander le retrait du maintien en vie. Un juge devrait l'approuver. 30 jours. La voix de Margaret était satisfaite quand elle a parlé à nouveau. C'est gérable. Gérable. Elle planifiait mon meurtre et elle a appelé ça gérable et il n'y avait rien que je puisse faire d'autre que de rester là et d'écouter. Andrew est venu dans ma chambre cette nuit-là, seul. Il s'est tenu au-dessus de mon lit pendant un long moment. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais sentir sa présence. Je pouvais sentir son eau de Cologne, la marque chère que Jennifer avait probablement choisie pour lui. Tu devais tout compliquer, n'est-ce que Samantha? Sa voix était calme, presque conversationnelle, comme s'il se parlait à lui-même. Tu ne pouvais pas juste partir tranquillement. Tu ne pouvais pas juste mourir comme tu étais censé le faire. Maintenant, je dois attendre 30 jours de plus. Il a soupiré. Maman dit que tout ira bien. Dit que nous devons juste être patients. Une fois qu'ils auront débranché, tout sera plus facile. Jennifer peut emménager officiellement. Nous pouvons être une vraie famille. Elle est déjà si bonne avec le bébé. Le bébé. Mon bébé. Je voulais crier, tendre la main et enrouler mes mains autour de sa gorge pour lui faire comprendre ce qu'il faisait. Mais je ne pouvais pas bouger, pas parler, ne pouvais rien faire d'autre que d'écouter pendant que mon mari parlait de me remplacer, comme si j'étais un meuble qui était passé de mode. Le bébé est magnifique, au fait, Andrew a continué. Parfait, elle me ressemble exactement. Maman veut la nommer Madison. Je pense que c'est bien. Mieux que Hope, de toute façon. C'était ton choix, n'est-ce pas, Hope? Un nom si commun. Hope, j'avais voulu la nommer Hope parce que c'est ce qu'elle avait été pour moi, l'espoir qu'Andrew changerait, l'espoir que notre mariage pourrait être sauvé, l'espoir que nous pourrions être une vraie famille. L'espoir était mort maintenant, tout comme il pensait que j'étais. Andrew est parti sans dire au revoir, et je suis resté là dans l'obscurité, piégé dans mon corps inutile, tandis que des larmes que je ne pouvais pas essuyer coulaient silencieusement sur mes joues. Les 3 jours suivants furent un enfer particulier. J'ai appris des choses sur ma famille qui ont brisé toutes les illusions auxquelles je m'accrochais. J'ai appris que Margaret avait appelé mon père le 2e jour. Lui avait dit que j'étais morte.
Lui avait dit qu'il planifiait une crémation, cercueil fermé, funérailles très privées. Lui avait dit que ce serait trop traumatisant pour lui de venir au Connecticut. Mon père me pleurait depuis 3 jours pendant que j'étais allongé vivante dans un lit d'hôpital à quelques centaines de kilomètres de là. De plus, j'ai appris que Jennifer avait emménagé dans ma maison. Pas temporairement, mais en permanence. L'une des infirmières en parlait en commérage devant ma porte. « Pouvez-vous le croire? » dit l'infirmière. « Sa femme n'est même pas encore morte et la petite amie s'installe déjà dans la chambre principale. Quel genre de personnes font quelque chose comme ça? » Le genre de personnes qui prévoient de me tuer, je voulais dire, mais aucun son n'est sorti. J'ai appris qu'ils appelaient déjà ma fille Madison, effaçant déjà le nom que j'avais choisi, m'effaçant déjà. Et le 3e jour, j'ai appris ce qu'ils célébraient. C'était le soir. Je le savais parce que le corps avait changé et le bavardage des infirmières de jour avait été remplacé par le personnel de nuit plus silencieux. J'ai entendu des talons claquer dans le couloir, la démarche distinctive de Margaret. Elle s'est arrêtée devant ma porte, a passé un appel téléphonique. « Oui, tout s'est parfaitement déroulé », a-t-elle dit. Jennifer portait la robe et elle lui allait magnifiquement. Très de bon goût. Andrew est un peu délicat à ce sujet, mais il s'y fera. Il le fait toujours quand il réalise que c'est plus facile d'aller de l'avant. Oui, la fête était charmante. Petite, juste la famille proche et quelques amis. Nous avons porté un toast au nouveau départ. Très approprié, ai-je pensé. Une fête? Ah, ils avaient jeté une fête. Nous discutons déjà de la chambre de bébé, a poursuivi Margaret. Jennifer a un goût merveilleux. Vert sauge, a-t-elle suggéré, très apaisant. Oh, et nous avons officiellement choisi le nom Madison Elizabeth Cole, d'après la mère de Richard. Oui, je sais que Samantha voulait Hope, mais vraiment, Hope est un mot, pas un nom. C'est beaucoup plus approprié pour une Cole. Je criais à l'intérieur, criant si fort que je pensais que quelqu'un entendrait sûrement, mais mon corps est resté silencieux. Toujours morte au monde, 27 jours avant qu'il ne puisse officialiser la chose, a dit Margaret. L'avocat dit que cela devrait être simple. Pas de parents vivants qui s'opposeront. On a dit à son père qu'elle était déjà incinérée, donc il n'y aura pas d'interférence là. Oui, l'assurance vie est substantielle, 500 000. Cela couvrira la nouvelle chambre de bébé et laissera encore beaucoup pour, oui, exactement. Faire d'une pierre deux coups, comme on dit. Elle a ri, et réellement ri de sa propre blague sur le fait de me tuer. Je passerai demain pour vérifier les choses, a-t-elle dit. Assurez-vous que le personnel sait que nous voulons une intervention minimale. Pas de mesures héroïques. Quand les 30 jours seront écoulés, je veux que ce soit fait rapidement et proprement. Oui, parfait. Au revoir, ma chère. Elle a raccroché. Ses talons ont claqué en s'éloignant dans le couloir. Et je suis resté là, dans ma prison de chair, sachant exactement ce qu'ils planifiaient, exactement quand ils allaient le faire, et complètement incapable de les arrêter. C'était le 3e jour. Il me restait 27 jours à vivre, à moins que quelque chose ne change, à moins que quelqu'un ne réalise la vérité, à moins que je ne trouve un moyen de riposter. Son nom était Elena Vasquez. Je ne le savais pas au début. Ne savais rien d'elle sauf le son de sa voix et la manière douce dont elle ajustait mon oreiller et la gentillesse qui émanait d'elle-même dans les actions les plus simples. Elle est entrée dans ma chambre vers 11h la 3e nuit. J'avais appris à suivre le temps par les changements de corps, par les motifs de bruit dans le couloir, par la façon dont la qualité de la lumière changeait au-delà de mes paupières fermées, même si je ne pouvais pas la voir. Pauvre chose, Jim, dit-elle doucement, vérifiant mes signes vitaux. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai aussi entendu parler de votre famille. Elle fit une pause. J'ai entendu sa plume gratter sur une feuille. Cette belle-mère de la vôtre était ici plus tôt, posant des questions sur les procédures de fin de vie 3 jours après votre accouchement. Quel genre de personnes font quelque chose comme ça? Elle a ajusté ma couverture, a lissé mes cheveux en arrière de mon front.
Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, ma chérie. Les médecins disent que peut-être vous le pouvez, peut-être pas. Mais si vous le pouvez, battez-vous. D'accord? Ne les laissez pas gagner. Ne les laissez pas gagner. Ces 4 mots ont brisé quelque chose en moi. Pendant 3 jours, j'avais été noyé dans le désespoir, piégé dans mon propre corps, écoutant ma mort être planifiée, regardant ma vie être volée pièce par pièce. J'avais été prête à abandonner, prête à juste laisser ça se terminer. Mais la voix d'Elena, la gentillesse d'Elena, l'instruction simple d'Elena de se battre. Cela m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. J'étais Samantha Brennan, fille d'un flic, infirmière formée, survivante, et les Brennan n'abandonnent pas. J'ai concentré chaque once de volonté que j'avais sur mon index droit. Juste ce doigt, juste un tout petit mouvement pour lui faire savoir que j'étais là. Bouge, ai-je ordonné, bouge. Rien ne s'est passé. J'ai essayé encore et encore et encore. Rien. Elena a terminé ses vérifications et est partie. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir, mais je n'ai pas abandonné. Chaque nuit, quand Elena prenait son corps, j'essayais de bouger. Chaque nuit, j'échouais, mais je continuais d'essayer. La 7e nuit, quelque chose a changé. Elena est entrée dans ma chambre pour ses vérifications habituelles. Mais cette fois, au lieu de la douce conversation qu'elle offrait habituellement, elle s'est assise à côté de mon lit. « Je vous ai observé », a-t-elle dit doucement. « Observez vos moniteurs. Votre rythme cardiaque monte parfois, pas au hasard. Cela arrive quand certaines personnes entrent dans la pièce. Quand certaines choses sont dites, elle a fait une pause. Ce n'est pas typique pour un patient qui ne peut rien entendre. Mon cœur battait la chamade. Pouvait-elle savoir? Pouvait-elle le voir sur le moniteur? « Je vais essayer la chose », a dit Elena. « Je vais vous poser des questions. Si vous pouvez m'entendre, si vous pouvez comprendre, j'ai besoin que vous me donniez un signe. N'importe quoi. Une contraction, un battement, juste quelque chose pour me faire savoir que vous êtes là. » Elle a pris ma main. « Pouvez-vous m'entendre, Samantha? » J'ai concentré tout ce que j'avais sur mon doigt, chaque once de concentration, chaque morceau de rage et de peur et d'espoir désespéré. « Bouge, bouge, s'il te plaît, bouge. » Et puis, à peine perceptible, si léger qu'il était presque invisible, mon doigt a tressauté contre sa paume. Elena a haleté. « Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. « Oh, merci mon Dieu. » D'accord, un tressaillement pour oui, 2 pour non. Pouvez-vous faire cela? J'ai tressailli une fois. Pouvez-vous entendre ce que les gens disent dans votre chambre? Un tressaillement. Pouvez-vous entendre des conversations de l'extérieur de votre chambre parfois? Un tressaillement. Elena est restée silencieuse un instant. Je pouvais entendre sa respiration. Je pouvais sentir sa main trembler légèrement pendant qu'elle tenait la mienne. Avez-vous entendu ce qu'ils ont dit à propos de la fête? À propos de Jennifer portant votre robe de mariée? Un tressaillement. Avez-vous entendu ce que votre belle-mère a dit à propos des 30 jours? Un tressaillement, et mon moniteur cardiaque a bondi violemment. Je suis tellement désolé, a dit Elena. Je suis tellement désolé, mais j'ai besoin que vous restiez calme. J'ai besoin que vous continuiez à vous battre. Pouvez-vous faire cela? Un tressaillement. Je vais essayer de vous aider. Elena a dit. Je ne sais pas encore comment, mais je promets que je ne les laisserai pas vous faire ça. Vous n'êtes plus seul. Je n'étais pas seul. Pour la première fois en 7 jours, je n'étais pas seul. Au cours de la semaine suivante, Elena et moi avons développé un système. Elle ne pouvait pas passer trop de temps dans ma chambre sans éveiller les soupçons. Nous devions donc être prudentes. Mais chaque nuit pendant son quart, elle venait pour ses vérifications de routine et restait quelques minutes supplémentaires pour communiquer avec moi. Le système de l'alphabet prenait une éternité, mais il fonctionnait. Elle montrait les lettres et je tressaillais quand elle atteignait la bonne. C'était agonisant, épuisant.
Chaque mot prenait plusieurs minutes à épeler, mais lentement, minutieusement, je lui ai dit ce que j'avais besoin qu'elle sache. D-A-D-M-A-R-C-U-S-E-N-A-N-O-H-I-O. Votre papa, a dit Elena. Marcus Brennan en Ohio, je le trouverai la nuit suivante. Elle est entrée de l'air secoué. J'ai trouvé votre père, a-t-elle dit. Je l'ai appelé aujourd'hui. Samantha, il pense que vous êtes morte. Margaret lui a dit. Vous avez été incinérée 3 jours après l'accouchement. Il vous pleure depuis 1 semaine. La rage qui m'a envahi était si intense que mon moniteur cardiaque s'est emballé. Je lui ai dit la vérité. Elena continuait rapidement. Je lui ai dit que vous êtes vivante, que vous êtes dans le coma, que vous pouvez tout entendre. Je lui ai parlé du délai de 30 jours. Je lui ai dit qu'il doit venir. Elle a fait une pause. Il roule ici ce soir à 12 heures de l'Ohio. Il devrait être là le matin. Mon père arrivait. Mon père savait que j'étais vivante. Pour la première fois depuis que je m'étais réveillée dans ce cauchemar, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Mais l'espoir, j'apprenais, était une chose dangereuse. Marcus Brennan est arrivé à l'hôpital Sainte-Catherine à Ustrey le lendemain matin, le jour 8. Je l'ai entendu au comptoir de la réception, j'ai entendu sa voix, ce ton brusque familier qui m'avait bordé la nuit quand j'étais enfant et m'avait conduite dans l'allée à mon mariage. « Je suis ici pour voir ma fille », a-t-il dit. Samantha Cole, elle est aux soins intensifs. La voix de la réceptionniste était professionnellement désolée. « Laissez-moi vérifier la liste des visiteurs. »« Je suis désolé, monsieur. Vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs approuvés. »« Quoi? Je suis son père. »« Je comprends, monsieur. Mais la famille a restreint les visiteurs à la famille immédiate seulement. Je suis de la famille immédiate. Je suis désolé, monsieur. Le mari et la belle-mère sont listés comme les preneurs de décision. Vous n'êtes pas autorisé. Les preneurs de décision. Margaret s'était assurée que mon propre père ne pouvait pas me voir. J'ai entendu le désespoir monter dans sa voix. Écoutez-moi, ma fille est vivante là-dedans. Ils m'ont dit qu'elle était morte. Ils m'ont menti. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de la voir tout de suite. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Je ne me calmerai pas. Ma fille est retenue prisonnière là-dedans, et vous me dites que je ne peux pas la voir. J'ai entendu une agitation. Je l'ai entendu pousser le bureau. J'ai entendu la sécurité être appelée, et puis sa voix résonner dans le couloir, se rapprochant de ma chambre. « Samantha, ma petite fille, tu m'entends? Je suis là. Papa est là. » Il était si proche, à quelques pieds de ma porte, puis j'ai entendu les bruits d'une lutte de garde de sécurité le retenant, de menottes se refermant avec un cliquetis. « Laissez-moi partir. Ma fille est vivante. Elle est vivante et ils essaient de la tuer. » Ils l'ont traînée. J'ai entendu sa voix devenir plus faible. Je l'ai entendu crier encore mon nom. J'ai entendu les portes de l'hôpital se refermer derrière lui. Et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais juste là. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais entendu chaque mot. Tout ce que je pouvais faire était de rester là, les larmes coulant sur mon visage pendant qu'ils emmenaient mon père menotté. Cette nuit-là, Elena est venue dans ma chambre avec des nouvelles dévastatrices. « Votre père a été arrêté pour intrusion », a-t-elle dit doucement. Il a payé la caution, mais il a été officiellement banni de l'hôpital. S'il revient, ils l'arrêteront à nouveau. J'ai tressailli frénétiquement. J'ai essayé de communiquer mon désespoir. Il n'abandonne pas, Elena a dit rapidement. Il m'a dit de vous le dire. Il a dit que les Brennan n'abandonnent pas. Il contacte des avocats. Il fait appel à toutes les faveurs qu'il a de 30 ans en tant que flic. Il va trouver un moyen de combattre ça. Mais les mots suivants de ses lèvres m'ont glacé le sang. Il y a quelque chose d'autre. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui à la cafétéria. Elle a hésité. Il parlait du bébé. De votre bébé? Mon rythme cardiaque a bondi. Il y en a 2, Samantha. Vous avez eu des jumeaux. 2 filles. Des jumeaux? Je n'ai pas compris. Comment pouvait-il y en avoir 2?
Toutes mes échographies avaient montré un bébé. Juste un. Le deuxième était caché derrière le premier, a expliqué Elena. Ça arrive parfois. Elle était en détresse pendant l'accouchement. Ils l'ont emmenée aux soins intensifs néonatal immédiatement. Elle y est depuis 8 jours. 8 jours. Ma fille était vivante depuis 8 jours et personne ne me l'avait dit. Mais ce n'est pas le pire. La voix d'Elena est baissée encore plus. Ils prévoient de la vendre, le deuxième bébé. J'ai entendu Margaret au téléphone. Une adoption privée, 150 000 $. Pas de traces écrites. Le monde a basculé autour de moi. 22 heures, ils allaient me vendre ma fille. Un bébé fait qu'Andrew a l'air d'un veuf sympathique. Elena a continué. Mais 2 bébés soulèvent des questions. Pourquoi le deuxième n'a-t-il pas été mentionné? Pourquoi a-t-elle été cachée? Margaret l'a appelée une fin lâche. Une fin lâche. Ma fille était une fin lâche à éliminer. La rage qui m'a inondé était différente de tout ce que j'avais jamais vécu. Elle a brûlé à travers ma paralysie, à travers mon désespoir, à travers tout. J'avais été prête à mourir, prête à abandonner, prête à les laisser gagner. Mais mes filles avaient besoin de moi, toutes les deux, et j'allais les sauver, quoi qu'il en coûte. Mon père était implacable. Elena me donnait des nouvelles chaque nuit pendant son corps. Marcus Brennan, détective des homicides à la retraite, menait une guerre à lui seul contre l'empire de la famille Cole. Il a contacté tous les amis avocats qu'il avait, a déposé des requêtes d'urgence pour les droits de visite, a fait appel à des faveurs de 30 ans de travail policier. Il a engagé un détective privé pour documenter Jennifer vivant dans ma maison. Le détective privé a obtenu des photos d'elle portant mes vêtements, conduisant ma voiture, dormant dans mon lit. Au 12e jour, les preuves s'accumulaient. Les registres financiers montraient qu'Andrew avait transféré 200 000 hors de nos comptes joints vers un compte personnel auquel Jennifer avait accès. Les dossiers hospitaliers divulgués par une administratrice sympathique qu'Elena avait trouvée montraient que je n'étais pas en état de mort cérébrale. J'avais une activité cérébrale mesurable. Le diagnostic d'enfermement signifiait que je pouvais potentiellement me rétablir. Au 14e jour, Marcus en avait assez pour attirer l'attention d'un juge. Le juge lui a accordé des droits de visite d'urgence. Une enquête des services de protection de l'enfance a été ouverte concernant les 2 bébés. L'administratrice hospitalière sympathique a accepté d'examiner mon dossier indépendamment. Le 15e jour, mon père est finalement entré dans ma chambre. Je ne pouvais pas le voir, mais j'ai senti sa présence au moment où il est entré. J'ai senti son parfum familier, Old Spice et café. Cela avait signifié sécurité et amour toute ma vie. Elena était là avec lui. Parlez-lui. Elena a dit doucement. Elle peut vous entendre. Mon père s'est assis à côté de mon lit, a pris ma main dans la sienne. Ses mains étaient rugueuses, cailleuses après des décennies de travail acharné. Elles tremblaient légèrement alors qu'elles s'enroulaient autour de mes doigts. Ma petite fille, sa voix s'est brisée. C'est papa, je suis là maintenant. Je ne pars pas. Tu m'entends? Je ne partirai jamais. J'ai concentré tout ce que j'avais sur mes doigts. J'ai serré aussi fort que je pouvais. Ce n'était pas grand-chose, une légère pression, un petit mouvement. Mais il l'a senti. Je sens ça. Il a étouffé. Je te sens. Oh mon Dieu, chérie, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là, mais je suis là maintenant et je vais te sortir de là. Je promets. Il est resté 1 heure, m'a parlé tout le temps, m'a raconté son trajet depuis l'Ohio, les avocats qu'il avait contactés, les preuves qu'il rassemblait. Nous allons les battre, a-t-il dit. J'ai mis des meurtriers en prison pendant 30 ans. Je sais comment monter un dossier. Je sais comment trouver les preuves qui comptent et j'en ai plus qu'assez sur ces gens pour les enfermer pour très, très longtemps. Pour la première fois en 15 jours, je l'ai cru. J'ai cru que nous pourrions réellement gagner. J'avais tort. Margaret Cole n'avait pas bâti son empire en perdant gracieusement. Le 16e jour, tout a commencé à s'effondrer. L'administratrice hospitalière sympathique qui avait accepté d'examiner mon dossier
a été soudainement transféré dans une autre installation avec effet immédiat. Aucune explication donnée. Le juge qui avait accordé les droits de visite à mon père s'est récusé de l'affaire. Conflit d'intérêts, a-t-il affirmé. Personne ne pouvait expliquer quel conflit cela pourrait être. L'enquêteur privé de mon père a été arrêté pour intrusion. Dans un appartement que Jennifer n'était pas censée avoir. Quelqu'un l'avait piégé. Au jour 17, mon père a reçu une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient des photographies compromettantes de lui avec une femme qui n'était définitivement pas de la famille. Elena m'en a parlé cette nuit-là. Elles sont fausses. Elle a dit, « Votre père dit qu'elles sont générées par IA, mais elles sont convaincantes et elles sont venues avec une note. Reculez ou celles-ci iront à chaque média du pays. » Je voulais crier, rager, trouver un moyen de riposter, mais j'étais piégée, impuissante, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que d'écouter pendant que Margaret démantelait tout ce que mon père avait construit. Jour 18, son avocat a abandonné l'affaire. Aucune explication. Jour 18, l'enquête des services de protection de l'enfance a été close. Preuve insuffisante. Jour 18, 2 hommes en costume coûteux ont rendu visite à mon père à son hôtel et ont suggéré très fortement qu'il devrait retourner en Ohio, que le Connecticut n'était pas un endroit sain pour un homme de son âge. Et au jour 19, ils ont essayé de le tuer. Mon père conduisait vers l'hôpital quand une autre voiture l'a fait sortir de la route. Son véhicule a fait 3 tonneaux. Il a à peine survécu. Bras cassés, commotion cérébrale, hémorragie interne nécessitant une chirurgie d'urgence. Il a été hospitalisé dans un établissement à 50 miles de là. Incapable de marcher, incapable de se battre, incapable de me sauver. Elena est venue dans ma chambre cette nuit-là. Je pouvais entendre qu'elle avait pleuré. « Je ne sais pas comment vous dire cela, a-t-elle dit. Votre père a eu un accident. Il est vivant, mais il est gravement blessé. Il ne pourra pas venir pendant un certain temps. Mon moniteur cardiaque est devenu fou. Mon corps a essayé de répondre, a essayé de bouger, a essayé de crier. Rien ne s'est passé. Ils avaient essayé de tuer mon père, la seule personne qui se battait pour moi. Et j'étais allongée là, impuissante, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que d'écouter et de rager et de prier. Margaret a visité ma chambre au jour 22, 8 jours avant qu'il ne puisse légalement débrancher les appareils. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit, a croisé les jambes, parfaitement composée comme toujours dans ses vêtements de créateur et ses bijoux coûteux. « Pouvez-vous m'entendre là-dedans, Samantha? » Sa voix était conversationnelle, presque amicale. « Je m'en fiche de toute façon, mais si vous pouvez, je veux que vous sachiez quelque chose. » Elle a fait une pause. Je l'ai entendu vérifier ses ongles. « Votre père a été averti. Il n'a pas écouté. L'accident était un message. Le prochain ne sera pas un accident. Ce sera des funérailles. Les siennes. À moins qu'il ne reste loin. Une fureur froide m'a envahi. Maintenant, à propos de vos bébés, a poursuivi Margaret. Madison, c'est comme ça que nous l'appelons maintenant. Se porte merveilleusement bien. Jennifer est une mère si naturelle. Mieux que vous n'auriez été, honnêtement. Moins émotionnelle, elle s'est levée. J'ai entendu ses talons claquer sur le sol alors qu'elle marchait vers mon lit. L'autre, bébé numéro 2, eh bien, elle est récupérée demain. Un charmant couple de Californie, très riche. Ils ont déjà payé 150 000 $. Votre fille vaut beaucoup, semble-t-il. Demain. Il vendait ma fille demain. Dans 8 jours, a poursuivi Margaret, Andrew signera les papiers pour retirer votre maintien en vie. Il y aura de belles funérailles. Très de bon goût. Et puis Jennifer adoptera officiellement Madison. Ils se marieront après une période de deuil respectable. Et votre fille grandira en appelant Jennifer maman. Elle ne saura jamais que vous avez existé. Elle s'est penchée près de mon oreille. Son parfum était suffocant et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire à ce sujet. Elle est partie et je suis resté là dans l'obscurité, me noyant dans le désespoir. Mais Margaret avait commis une erreur cruciale. Elle pensait que j'étais impuissante.
Elle pensait qu'il ne me restait plus d'armes. Elle a oublié les caméras. Elena est venue dans ma chambre cette nuit-là. Je pouvais entendre qu'elle était terrifiée. Sa voix tremblait. Ses mains tremblaient en prenant les miennes. Samantha, ils viennent chercher votre deuxième bébé demain. Nous n'avons plus le temps. Votre père ne peut pas aider. La police n'aidera pas. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tressailli frénétiquement. Il fallait qu'elle prenne le papier de l'alphabet. Elle a compris, a attrapé le papier, a commencé à pointer des lettres. Lentement, agonisamment, j'ai épelé CAMERASMAISONCLOUDMOTDEPASSEHOPE 2023. Les yeux d'Elena se sont écarquillés. Vous avez des caméras chez vous dans le cloud? Un tressaillement. Oh mon Dieu. Elle a attrapé son téléphone. J'ai entendu ses doigts taper sur l'écran. Hope 2023. Je me connecte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Elle se parlait à elle-même maintenant, faisant défiler les images. Toutes, c'est toutes. Jennifer et Andrew dans votre lit. Margaret visitant la fête. Elle porte votre robe de mariée. Elle parle de vous retirer. Elle planifie. Elle s'est arrêtée. Samantha, vous êtes une femme brillante, brillante. Vous les avez eus. Vous les avez tous eus. Les caméras que j'avais installées des mois auparavant, me préparant à un divorce que je n'ai jamais pu déposer. Les caméras qui avaient toutes enregistré depuis le jour où j'étais entré en travail. Elles avaient toutes capturé. Elena a envoyé les images à mon père cette nuit-là. Toutes. Chaque fichier du stockage cloud. Le lendemain matin, jour 23, elle s'est rendue à l'hôpital où Marcus se rétablissait. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là-bas. Elena m'en a parlé plus tard, après que tout fut terminé, mais voici ce que je comprends. Mon père était allongé dans un lit d'hôpital, le bras dans le plâtre, des bandages autour de la tête à cause de la commotion. Il aurait dû se reposer, aurait dû se rétablir. Au lieu de cela, il était assis, passant des appels téléphoniques. Quand Elena lui a montré les images sur son téléphone, son visage a subi une transformation. Choc puis rage. Puis quelque chose de plus froid, de plus dur. Le visage d'un détective qui avait passé 30 ans à mettre des meurtriers derrière les barreaux. J'ai encore des amis, a-t-il dit à Elena. De vrais amis, pas ceux que Margaret peut acheter. Il a décroché son téléphone. Danny, c'est Marcus. Oui, je sais. Écoute, j'ai besoin d'une faveur, la plus grande que j'ai jamais demandée. J'ai un enlèvement en cours, une conspiration pour commettre un meurtre et un trafic de nouveau-nés. Et j'ai tout en vidéo. Peux-tu faire intervenir le FBI? Il a fait une pause à écouter. Oui, je suis sérieux. Je t'envoie les fichiers tout de suite. Jour 23 après-midi. J'étais allongé dans mon lit comme toujours, incapable de bouger, incapable de parler, attendant de mourir. Et puis j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Le bruit de bottes dans le couloir. De nombreuses halls se déplaçant rapidement et délibérément. Agents fédéraux. C'est une zone restreinte. La voix d'une infirmière sursauta. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? FBI. Nous sommes ici concernant une enquête en cours. Plus de bottes, plus de voix, le chaos dans le couloir, et puis, traversant tout cela, la voix de Margaret, stridente, furieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Savez-vous qui je suis? Madame, je vous demande de vous éloigner de cette pièce. C'est la chambre de ma belle-fille. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Madame, vous ne devez pas entrer dans cette pièce. Nous avons des raisons de croire qu'un crime est en cours. Un crime? C'est scandaleux. Je vous ferai révoquer votre insigne pour cela. Madame, éloignez-vous maintenant. Le bruit d'une lutte de Margaret étant maîtrisé. Lâchez-moi. Mes avocats en entendront parler. La porte de ma chambre s'est ouverte. Quelqu'un est entré. Madame Cole, Samantha Cole, une voix d'homme. Professionnelle, autoritaire. Je suis l'agent spécial Daniel Foster du FBI. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, madame,
Mais vous êtes en sécurité maintenant. Nous avons des preuves d'une conspiration impliquant des membres de votre famille. Vos bébés sont placés sous protection policière au moment où je vous parle. Je voulais pleurer, voulais rire, voulais crier de soulagement. Mes bébés étaient en sécurité, les deux. Votre père est en route et poursuivit l'agent Foster. Il a joué un rôle déterminant en portant cette affaire à notre attention. Il sera là dans l'heure, mon père, mon impossible, têtu, merveilleux père. Il l'avait fait contre toute attente, contre l'argent, le pouvoir et l'influence de la famille Cole. Il nous avait sauvés. Du moins, c'est ce que je pensais. Marcus est arrivé à l'hôpital 45 minutes plus tard. Contre avis médical, il était sorti de son propre hôpital, avait conduit 50 miles avec un bras cassé et une commotion cérébrale et était entré dans ma chambre sous escorte du FBI. Nous les avons eus, ma petite fille. Sa voix était pleine d'émotion. Nous les avons eus. Le FBI a les vidéos. Ils ne peuvent plus vous faire de mal. Ils ne peuvent pas prendre vos bébés. C'est fini. Mon moniteur cardiaque affichait des rythmes réguliers et calmes pour la première fois en 23 jours. Je me suis permis de croire que c'était fini. J'avais tort. Jour 24, matin. L'agent du FBI Foster est venu annoncer la nouvelle. J'ai entendu sa conversation avec mon père devant ma chambre. « Monsieur Brennan, les preuves sont solides pour l'accusation de trafic de bébés. Nous avons attrapé les associés de Mme Cole avec l'argent liquide. Nous avons les enregistrements. Cette partie est solide. La voix de mon père était méfiante. Mais pour la tentative de meurtre, débrancher un patient dans le coma, c'est plus compliqué. Mme Cole n'a rien fait encore. Elle a exprimé son intention, mais l'intention n'est pas une action. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Margaret Cole a été libérée sous caution ce matin. 2 millions de dollars. Elle est dehors. Silence. Il y a plus. L'agent Foster a continué. Elle a déjà déposé une requête d'urgence pour être réintégrée en tant que mandataire médical de Samantha. Quoi? Comment est-ce possible? Le juge a accordé une ordonnance restrictive temporaire contre vous basée sur votre comportement erratique, l'arrestation pour intrusion, l'accident. Les avocats de Mme Cole ont soutenu que vous n'êtes pas mentalement apte à prendre des décisions médicales pour votre fille. Jusqu'à ce qu'il y ait une audience, qui est prévue pour le jour 31, Mme Cole conserve les droits de mandataire médical. Jour 31, un jour après la date limite de 30 jours, Margaret pouvait encore me tuer légalement et personne ne pouvait l'arrêter. Les 6 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Margaret ne pouvait plus vendre le bébé. Le FBI surveillait, mais elle pouvait toujours me débrancher. Elle a engagé une équipe d'avocats, déposé des motions, présenté des arguments. Au jour 28, elle a trouvé un médecin prêt à l'aider. Son nom était William Hayes, 58 ans, dette de jeu importante, prêt à tout pour le bon prix. Le docteur Hayes est venu dans ma chambre cet après-midi-là, a effectué un examen. Le patient ne présente aucune activité cérébrale mesurable, a-t-il écrit dans son rapport. C'est mon opinion professionnelle qu'elle réponde aux critères de la mort cérébrale. C'était un mensonge. Elena le savait, mon père le savait. Quiconque avait vu mon rythme cardiaque s'accélérer lorsque Margaret est entrée dans la pièce le savait. Mais la signature du Dr. Hayes était sur le papier, et ce papier était tout ce dont Margaret avait besoin. Jour 29, le conseil d'éthique de l'hôpital, sous la pression des avocats de la famille Cole et intimidé par l'argent de la famille Cole, a approuvé le retrait du maintien en vie, prévu pour le jour 30 à 6 heures du matin. Mon père a déposé des requêtes d'urgence refusées. Elena a menacé d'aller à la presse. Elle a été immédiatement licenciée. Escortée hors des locaux de l'hôpital par la sécurité. « Je suis tellement désolée », a-t-elle dit, debout au-dessus de mon lit une dernière fois. « J'ai essayé. J'ai tout essayé, mais je ne peux pas être ici demain. Ils ne me laisseront pas. Tu dois te battre, Samantha. Tu dois te réveiller, s'il te plaît. » Puis elle est partie, jour 29. La dernière nuit de ma vie, Elena était partie.
Mon père était interdit de l'hôpital. Mes bébés étaient quelque part en sécurité, mais je ne les tiendrai jamais. J'avais combattu pendant 29 jours et j'avais perdu. Dans 8 heures, ils éteindraient les machines et je mourrais. Pour de vrai cette fois. L'hôpital était silencieux. Devant ma fenêtre, le monde se préparait pour un autre jour ordinaire. Les gens dormaient dans leurs lits, les voitures garées dans leurs allées, la lune se déplaçant lentement à travers le ciel. Dans ma chambre, les machines bipaient régulièrement. Des moniteurs suivaient des signes vitaux qui seraient bientôt réduits au silence pour toujours. J'avais combattu pendant 29 jours. 29 jours à essayer de bouger. 29 jours à essayer de parler. 29 jours à crier dans ma tête pendant que mon corps refusait de répondre. Et j'avais échoué. J'ai pensé à abandonner, à juste laisser aller. Ce serait plus facile. Plus de douleur, plus d'impuissance. Plus besoin de les entendre planifier ma mort, juste la paix. Puis j'ai entendu quelque chose, un téléphone. Quelqu'un avait laissé un téléphone dans ma chambre, probablement une infirmière qui l'avait laissé tomber pendant le chaos de l'escorte d'Elena. Il a sonné une fois, 2 fois. Puis la messagerie vocale s'est activée et j'ai entendu la voix de mon père. Ma petite fille, je ne sais pas si tu peux entendre cela. Il semblait épuisé, brisé. Mais je veux que tu saches que tes filles sont en sécurité. Les deux. Je les tiens en ce moment. Une pause. J'ai entendu un bébé roucouler en arrière-plan. Et elles sont magnifiques, Samantha. Si belles. Elles ont tes yeux. Sa voix s'est brisée. Je leur ai parlé de toi tous les jours. Je leur dis que leur maman, c'est la femme la plus forte, la plus courageuse du monde, et qu'elle se bat pour revenir vers elle. Ils pleuraient maintenant. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, reviens. Elles ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne les laisse pas gagner. Ne les laisse pas te prendre à nous. Une longue pause. Tu es une Brennan. Bon sang. Et les Brennan n'abandonnent pas. Nous n'abandonnons jamais. Une autre pause. Je t'aime, ma petite fille. Batte-toi. Batte-toi. Le message s'est terminé et quelque chose en moi s'est allumé. Mes filles, mon père avait mes filles. Elles étaient en sécurité. Elles m'attendaient. Je n'allais pas mourir dans ce lit. Je n'allais pas laisser Margaret Cole gagner. Je n'allais pas laisser mes filles grandir sans leur mère. J'ai concentré tout ce que j'avais sur ma main droite. Bouge, bouge, bouge. Rien. J'ai réessayé. Bouge. Rien. Encore. Bouge. Un tressaillement. Le plus léger battement de mes doigts. Encore. Bouge. Plus de mouvement. Ma main répondait. J'ai continué à me battre pendant des heures toute la nuit, pendant que l'horloge tournait vers 6 heures du matin et que les machines bipaient régulièrement et que les infirmières faisaient leur ronde sans remarquer la bataille qui se déroulait dans la chambre 412. 5 heures du matin. 1 heure avant qu'il ne débranche. Mes doigts bougeaient constamment maintenant. De petits mouvements, faibles mais réels. 5h30 du matin, 30 minutes. Je pouvais sentir mes orteils, je pouvais sentir mon corps commencer à se réveiller de la prison dans laquelle il avait été enfermé. 5h45 du matin. 15 minutes. Une infirmière est entrée pour préparer la pièce pour la procédure. Elle vérifiait les machines, prenait des notes sur son presse-papier quand ma main a bougé. Pas un tressaillement, un vrai mouvement. Mes doigts se sont refermés autour de la barre du lit. Le presse-papier a claqué au sol. « Oh mon Dieu !» l'infirmière a crié. « Oh mon Dieu, elle bouge, appelez le médecin. » Elle bouge, la pièce est devenue le chaos. Des médecins se sont précipités. Des infirmières ont afflué par la porte. Quelqu'un vérifiait mes pupilles avec une lampe de poche. Quelqu'un d'autre appelait des équipements supplémentaires. Et puis, à travers le chaos, j'ai entendu la voix de Margaret. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'est-elle pas encore débranchée? Elle était là, prête à me regarder mourir. Madame Cole, a dit le Dr. Morrison, quelque chose a changé. Samantha montre des signes de conscience. Nous ne pouvons pas continuer. C'est impossible.
Elle a été déclarée en état de mort cérébrale par le Dr. Hayes. Pas par moi. Et je regarde une patiente qui vient de bouger sa main volontairement. Margaret a poussé dans la pièce. J'étais allongé dans mon lit, mais mes yeux étaient ouverts et je la regardais directement. « Bonjour, Margaret. » Ma voix était à peine audible, mais claire. Margaret a trébuché en arrière comme si elle avait été abattue. « Ce n'est pas possible, » a-t-elle murmuré. J'ai tout entendu. Ma voix a gagné en force à chaque mot. Chaque mot. Pendant 30 jours, Andrew est apparu dans l'embrasure de la porte derrière sa mère. Son visage est devenu blanc. « Bonjour, Marie. Surpris de me voir? » Les quelques heures suivantes furent un tourbillon de tests et d'examens et d'incrédulité. Le Dr. Morrison ne pouvait pas l'expliquer. Aucun d'entre eux ne le pouvait. Les patients en état d'enfermement se rétablissaient, parfois, a-t-il dit. Mais pas comme ça, pas si vite, pas au moment exact où ils en avaient besoin. Mais je savais pourquoi je m'étais réveillé. Je m'étais réveillé parce que mes filles avaient besoin de moi. Je m'étais réveillé parce que mon père m'avait dit de me battre. Je m'étais réveillé parce que les Brennan n'abandonnent pas. À midi, je pouvais parler en phrases complètes. Le soir, je donnais ma déclaration au FBI. J'ai des preuves vidéo de tout, ai-je dit à l'agent Foster. Des caméras cachées chez moi, stockage cloud, protégées par mot de passe. Elles ont capturé l'affaire. La conspiration, les plans pour vendre ma fille, tout. Madame Cole, vos preuves ont déjà été soumises par votre père, mais votre témoignage en tant que victime consciente en fait une affaire en béton. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Margaret Cole est accusée de conspiration pour commettre un meurtre, de trafic d'enfants et de fraude. Andrew Cole est accusé de conspiration, d'abandon et de trafic d'enfants. Jennifer Ashworth est accusée de complicité et le Dr. Hayes est accusé de fraude et de tentative de meurtre. Et mes filles, les deux sont en sécurité. Elles sont temporairement en garde à vue chez votre père. Compte tenu des circonstances, nous nous attendons à ce que vous ayez la garde complète dans quelques jours. J'ai fermé les yeux. Mes filles étaient en sécurité. J'étais vivante. Nous avions gagné. Mais le combat n'était pas encore terminé. 2 jours après mon réveil, j'ai demandé à voir Andrew. Le FBI l'a autorisé, sous surveillance. Il pensait qu'il serait utile d'avoir sa réaction enregistrée. Ils l'ont amené dans ma chambre d'hôpital menottée et dans une combinaison orange. Il avait vieilli de 10 ans en 48 heures. Son visage était émacié. Ses yeux étaient creux. L'homme confiant et charmant que j'avais épousé avait disparu, remplacé par quelqu'un de brisé et de petit. Samantha, il a commencé je ne quoi. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai essayé de trouver quelque chose, n'importe quoi de l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Je n'ai pas pu. Je veux comprendre quelque chose. J'ai dit, quand avez-vous décidé de me tuer? Était-ce avant ou après que vous ayez découvert que j'étais enceinte? Je n'ai rien décidé. Ce n'était pas mon idée. Maman a dit, votre mère a dit. Votre mère a décidé et vous avez juste suivi parce que c'était plus facile comme vous le faites toujours. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Vous alliez les laisser débrancher mon maintien en vie. Andrew, vous alliez vendre notre fille. Vous avez célébré avec votre maîtresse pendant que j'étais morte dans un lit d'hôpital. Vous n'avez jamais voulu me faire de mal. Il n'a pas eu de réponse. Ne pouvez pas me regarder dans les yeux. J'ai une question, Andrew, juste une. M'avez-vous jamais aimé, même un peu, même au début? Longue pause, ses mains tordues ensemble sur ses genoux. Je pensais que oui. J'ai hoché la tête lentement. C'est ce que je pensais. Au revoir, Andrew. J'ai fait signe aux gardes. Ils l'ont emmené. Je n'ai pas pleuré. J'avais fini de pleurer pour lui. L'audience préliminaire de Margaret a eu lieu 5 jours après mon réveil. Je n'étais pas assez bien pour y assister en personne, mais Elena, qui avait été réembauchée immédiatement après mon réveil, m'a apporté un flux en direct sur son téléphone. Margaret est arrivée au tribunal en vêtements de créateur et en bijoux coûteux, flanquée de son équipe d'avocats, croyant toujours d'une manière ou d'une autre que son argent la sauverait.
Votre honneur, son avocat a soutenu, ma cliente est un membre respecté de cette communauté. Ces accusations sont exagérées et basées sur le témoignage d'une femme qui affirme qu'elle pouvait entendre alors qu'elle était dans le coma. C'est une affirmation médicalement douteuse au mieux. Le procureur s'est levé. Votre honneur, nous avons des preuves vidéo, des heures de cela enregistrées par des caméras que Mme Samantha Cole a installées chez elle. Nous avons des enregistrements de l'accusé discutant de la façon de faire disparaître les problèmes. Nous avons des enregistrements de l'accusé arrangeant la vente d'un nourrisson pour 150 000 $. Nous avons des enregistrements de l'accusé complotant pour retirer le maintien en vie de sa belle-fille. Elle a tendu une tablette au juge. J'aimerais diffuser un bref extrait pour la cour. La vidéo a commencé. La voix de Margaret a rempli la salle d'audience. Dans 8 jours, Andrew signera les papiers pour retirer votre maintien en vie. Il y aura de belles funérailles, très de bon goût. Et puis Jennifer adoptera officiellement Madison. Ils se marieront après une période de deuil respectable. Et votre fille grandira en appelant Jennifer maman. Elle ne saura jamais que vous avez existé et continuer l'enregistrement. Et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire à ce sujet. Le visage du juge était de pierre. Madame Margaret Cole, sur la base des preuves présentées, je refuse la libération sous caution. Vous êtes placé en détention provisoire en attendant le procès. Le sang-froid de Margaret a craqué. Vous ne pouvez pas faire ça. Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui est ma famille? Je sais exactement qui vous êtes, Madame Cole, a dit froidement le juge. Vous êtes une accusée dans une affaire pénale, et dans ma salle d'audience, c'est tout ce qui compte. Huissier, ils l'ont emmenée menottée, criant, maudissant, complètement défaite. La femme qui avait orchestré mon meurtre, qui avait planifié de vendre ma fille, qui s'était crue intouchable, était enfin tenue responsable. Elena m'a serré la main. Vous l'avez fait, a-t-elle dit. Vous l'avez réellement fait. Non, ai-je dit. Nous l'avons fait, nous tous. Les procès ont eu lieu 6 mois plus tard. Margaret Cole a été reconnue coupable de conspiration pour commettre un meurtre, de trafic d'enfants, d'agression et de fraude. L'accusation d'agression concernait l'accident de voiture de mon père. L'accusation a prouvé qu'elle avait engagé les hommes qui l'avaient fait sortir de la route. Peine, 25 ans, sans libération conditionnelle. Elle avait 63 ans. Elle mourrait en prison. Andrew Cole a été reconnu coupable de conspiration, de trafic d'enfants, de fraude et d'abandon. Peine, 15 ans. Il a perdu tous ses droits parentaux de façon permanente. L'homme qui s'était tenu au-dessus de mon lit d'hôpital et s'était plaint que je n'étais pas morte assez vite passerait les 15 prochaines années dans une cellule. Jennifer Ashworth a été reconnue coupable de complicité de trafic d'enfants et de fraude. Peine, 7 ans. La femme qui avait essayé ma robe de mariée pendant que je mourais, qui avait appelé ma fille sienne, qui avait dormi dans mon lit et porté mes vêtements, passerait 7 ans derrière les barreaux. Le Dr. William Hayes, qui m'avait faussement déclaré en état de mort cérébrale en échange de l'argent de Margaret, a vu sa licence médicale révoquée. Peine, 10 ans. Justice a été rendue. Cela n'a pas annulé les 30 jours d'enfer. Cela n'a pas guéri le traumatisme. Cela ne m'a pas rendu le temps que j'avais perdu. Mais c'était quelque chose. Jour 45 après mon réveil. J'étais enfin assez bien pour quitter l'hôpital. Mon père m'a conduite chez lui. Il avait déménagé de l'Ohio au Connecticut après que tout soit arrivé, a acheté une petite maison à 2 miles de l'hôpital et installé 2 berceaux dans son salon. Il s'était occupé de mes filles pendant plus d'1 mois. La maison était modeste, rien à voir avec le manoir Cole, une maison à 2 chambres avec une petite cour et un porche qui avait besoin d'être peint. C'était parfait. Je suis entré, les jambes instables, et elles étaient là. 2 berceaux assortis, 2 petits visages identiques, parfaits. Celle-ci est, mon père a commencé, puis s'est arrêté. Eh bien, vous n'avez jamais nommé la seconde. J'ai pris le premier bébé, celle que Margaret avait appelée Madison. Son nom est Hope, ai-je dit.
C'était toujours Hope. J'ai pris le deuxième bébé, et c'est Grace, parce que la grâce est ce qui nous a sauvés. Je les ai tenues toutes les deux, une dans chaque bras, deux petites filles qui avaient failli m'être enlevées. Et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de colère. Soulagement, joie, amour. Salut mes bébés, ai-je chuchoté. Maman est là. Maman est enfin là. La première année après que tout soit arrivé fut la plus difficile de ma vie, non pas à cause du rétablissement physique. Bien que cela ait été assez difficile, mon corps avait traversé un traumatisme que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer. Des semaines de repos au lit, des mois de physiothérapie, des années d'effets persistants que les médecins disaient ne jamais disparaître complètement. Non. La partie la plus difficile était le rétablissement psychologique. J'ai fait des cauchemars toutes les nuits pendant les 6 premiers mois. Je me réveillais paralysé, convaincu d'être de retour dans ce lit d'hôpital, incapable de bouger, incapable de crier, écoutant Margaret planifier ma mort. Parfois, je me réveillais et ne pouvais pas bouger pour de vrai. Paralysé du sommeil, mon thérapeute l'appelait, un symptôme courant du trouble de stress post-traumatique. Mon cerveau rejouait le traumatisme, essayant de le traiter, essayant de l'intégrer dans quelque chose qui ait un sens. Mais cela n'avait pas de sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Comment l'homme que j'ai épousé a-t-il pu se tenir au-dessus de mon lit et souhaiter que je meure plus vite? Comment sa mère a-t-elle pu comploter pour vendre ma fille comme une propriété? Comment des gens pouvaient-ils être si cruels, si calculateurs, si totalement sans conscience? Je n'avais pas de réponse à ces questions. Je n'en ai toujours pas. Ce que j'avais, c'était mes filles, Hope et Grace. Elles étaient ma raison de me lever chaque matin. Ma raison de continuer à traverser les cauchemars et les flashbacks et les moments où les murs se refermaient et je ne pouvais pas respirer. Elles avaient besoin de moi et je refusais de les décevoir. Mon père a été mon rock pendant cette première année. Il avait vendu sa maison en Ohio et déménagé définitivement au Connecticut. Il avait 62 ans, se remettait encore de ses propres blessures, et il s'est jeté dans le rôle de grand-père avec la même détermination qu'il avait autrefois apporté à être détective des homicides. Il changeait des couches à 3 heures du matin. Il arpentait le sol avec des bébés qui pleuraient quand j'étais trop épuisé pour tenir debout. Il préparait des biberons et faisait la lessive et s'occupait de tous les détails pratiques que je ne pouvais pas gérer pendant ces premiers mois sombres. Quand je l'ai remercié, il a juste haussé les épaules. « Les Brennan prennent soin les uns des autres », a-t-il dit. « C'est ce que nous faisons. » Elena est aussi devenue une partie de notre famille. Elle avait été licenciée de l'hôpital Sainte-Catherine pour m'avoir aidé. Sa carrière, ses revenus, sa stabilité, tout sacrifié parce qu'elle avait choisi de faire ce qui était juste. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. 6 mois après la fin des procès, j'ai publié un livre sur mon expérience. 30 jours morts, je l'ai appelé. L'histoire de comment j'ai survécu au syndrome de l'enfermement, à la trahison et à la tentative de meurtre. Il est devenu un best-seller presque immédiatement. La publicité était écrasante. Les demandes d'interviews ont afflué. Des offres de documentaires, des droits de films. Tout le monde voulait entendre parler de la femme qui avait entendu sa propre mort planifiée et qui avait vécu pour voir ses tueurs traduits en justice. J'ai utilisé l'argent du livre pour créer une fondation, la Fondation Hope et Huron of Grace, nommée d'après mes filles. Notre mission était simple, plaidoyer pour les patients qui ne pouvaient pas plaider pour eux-mêmes, les personnes dans le coma, les personnes atteintes du syndrome de l'enfermement, les personnes dont les familles prenaient des décisions qui n'étaient peut-être pas dans leur meilleur intérêt. Ma première embauche a été Elena. « Je veux que vous dirigiez le programme de plaidoyer médical », lui ai-je dit. « Vous aiderez des gens comme moi, des gens qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Vous serez leur voix. » « Samantha », a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas quoi dire. » « Dites oui. Dites que vous m'aiderez à aider les autres.
Dites que vous ne laisserez plus jamais personne mourir seul et inaudible. Oui, oui, bien sûr. Oui. Nous nous sommes étreintes, deux femmes qui avaient traversé l'enfer ensemble, qui s'étaient battues contre des obstacles impossibles, et une qui était devenue de la famille au sens le plus vrai du mot. 3 ans après la fin des procès, Margaret Cole est décédée en prison. AVC soudain. Personne n'était avec elle. Je l'ai appris par un appel téléphonique de l'aumônier de la prison. Il pensait que je voudrais peut-être savoir. Je suis resté avec la nouvelle pendant longtemps. La femme qui avait orchestré ma quasi-mort, qui avait planifié de vendre ma fille, qui avait détruit mon mariage et presque détruit mon père, qui avait hanté mes cauchemars pendant 3 ans. Elle était partie. Je m'attendais à ressentir quelque chose. Soulagement, satisfaction, peut-être même de la joie. Ce que j'ai ressenti, c'était le vide. Elle avait essayé de m'effacer de l'existence. Et maintenant, c'était elle qui avait été effacée. Il y avait une certaine justice là-dedans, je suppose. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'au cimetière de la prison où elle avait été enterrée. C'était un froid jour de novembre, le genre de jour où le vent vous transperce le manteau et le ciel est de la couleur de l'ardoise. Le genre de jour qui vous fait pencher à la mortalité et au sens et à toutes les choses que nous passons notre vie à fuir. La tombe de Margaret était simple. Une petite pierre tombale avec son nom et ses dates. Pas de mère bien-aimée, pas de grand-mère chérie, juste Margaret Elizabeth Cole, 1961 à 2027. Personne n'avait écrit autre chose parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Je suis resté là un long moment. Mes filles étaient à la maison avec mon père. Elena dirigeait la fondation. La vie continuait sans Margaret Cole, tout comme elle avait continué sans moi pendant ces 30 jours où tout le monde me croyait morte. J'ai déposé une seule rose blanche sur sa tombe. Non par respect, non par pardon. Je l'ai placée là pour que, si son esprit regardait, elle sache que j'avais gagné. Que ses petites filles ne connaîtraient jamais son nom. Que tout ce qu'elle avait essayé de construire avait été détruit par moi. La belle fille qu'elle avait essayé de tuer. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. 5 ans après mon réveil du coma, j'ai rendu visite à Andrew en prison. C'était la première fois que je le voyais depuis sa condamnation. La première fois que j'avais regardé dans les yeux de l'homme qui s'était tenu au-dessus de mon lit d'hôpital et s'était plaint que je n'étais pas morte assez vite. La salle de visite de la prison était froide et institutionnelle. Des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Des gardes postés à chaque porte. D'autres familles avaient leurs propres conversations difficiles aux tables autour de nous. Andrew avait 52 ans maintenant, gris, émacié. La confiance coûteuse qu'il avait portée comme une armure avait complètement disparu. La prison avait dépouillé tout ce qu'il avait autrefois rendu charmant, laissant derrière lui quelque chose de creux et de brisé. « Merci d'être venu », a-t-il dit. Sa voix était différente aussi. Plus petite, incertaine. « Je suis venu te dire quelque chose », ai-je dit. Pas pour entendre tes excuses, je n'allais pas m'excuser. Il a regardé ses mains. Je sais que cela ne signifierait rien. Tu as raison. Ça ne le ferait pas. Le silence s'est étiré entre nous. Le bourdonnement des lumières fluorescentes a rempli l'espace où les mots auraient dû être. Comment vont-elles? Andrew a finalement demandé. Les filles, elles ont 5 ans maintenant. Intelligentes, heureuses, aimées. Savent-elles pour moi? Elles ont demandé après leur père une fois quand elles avaient 3 ans. Je leur ai dit que leur père était parti et qu'il ne reviendrait jamais. Elles n'ont plus demandé depuis. Son visage s'est effondré. Samantha, s'il te plaît, quand je sortirai dans 10 ans, pourrais-je peut-être les voir juste une fois? Je l'ai regardé un long moment. Non, s'il te plaît, ce sont mes filles aussi. Non, Andrew, ce ne sont pas les tiennes. Tu en as vendu une. Tu allais laisser l'autre grandir en appelant ta maîtresse maman. Tu n'as pas le droit d'être leur père. Ni maintenant, ni jamais. Je me suis levé. J'espère que tu trouveras une sorte de paix ici. Je le souhaite vraiment. Mais tu dois comprendre quelque chose. Quand tu sortiras dans 10 ans, tu n'auras rien.
Pas de famille, pas d'argent, pas de maison. Le patrimoine de ta mère est allé aux frais de justice. Ta réputation est détruite. Tu auras 52 ans sans rien. Je sais, a-t-il dit doucement. Bien. Rappelle-toi ça. Chaque jour pendant les 10 prochaines années. Rappelle-toi que tu avais tout. Une femme qui t'aimait, des filles qui t'auraient adoré, une famille, et tu as tout gâché parce que ta mère te l'a dit. C'est ton héritage, Andrew. C'est tout ce que tu seras. Je suis parti sans regarder en arrière. Je ne l'ai plus jamais revu. Il a été libéré 10 ans plus tard à 52 ans. Pas de famille l'attendant. Pas d'argent, pas de maison. Le patrimoine de sa mère avait été consommé par les batailles juridiques et les règlements. Il est mort 3 ans après cela, seul dans une chambre louée dans une petite ville où personne ne connaissait son nom. L'avis de décès ne mentionnait aucune famille survivante. 1 mois après ma visite à Andrew, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Jennifer Ashworth, écrite de prison. Elle avait purgé 5 ans de sa peine de 7 ans et d'approchait de son audience de libération conditionnelle. Je l'ai lu à ma table de cuisine un dimanche matin tranquille, tandis que Hope et Grace prenaient leur petit déjeuner et se disputaient à propos de dessins animés. Samantha, a-t-elle écrit, « Je sais que vous la jetterez probablement sans la lire. Je ne vous en voudrais pas, mais je dois dire ceci même si personne ne l'entend. J'avais tort sur tout. Je me suis dit que vous étiez la méchante, la femme qui se tenait entre Andrew et son véritable amour. Je me suis dit que je méritais ce que vous aviez. Je me suis dit que vous ne seriez pas vraiment blessé parce que vous n'appréciez pas ce que vous aviez. J'étais une folle. Andrew ne m'a jamais aimé. Il n'a jamais aimé personne sauf lui-même. Et Margaret? Rachel m'a utilisé comme un outil et m'a jeté dès que je n'étais plus utile. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Et je sais que vous n'avez rien à me pardonner. Vous ne me devez rien. Ni votre colère, ni votre pitié, ni même votre reconnaissance de mon existence. J'écris parce que je voulais que vous sachiez de moi, avec mes propres mots. Votre mère vous a sauvé. Elle s'est battue pour vous quand elle ne pouvait ni bouger, ni parler, ni faire quoi que ce soit d'autre, que d'écouter les pires choses que les êtres humains peuvent se faire les uns aux autres. Et elle a gagné. Soyez reconnaissante envers elle chaque jour. Soyez le genre de personne qu'elle vous a élevé à être. Et quand vous aurez des enfants, aimez-les comme elle vous a aimé. C'est tout ce que je voulais dire. Votre père, Andrew Cole. Grace a posé la lettre. La cuisine était silencieuse. Hope m'a regardé. Le saviez-vous? Non, ai-je dit honnêtement. Je n'en avais aucune idée. Vous allez bien? J'y ai pensé. 20 ans. 20 ans depuis mon réveil de ce coma. 20 ans depuis que Margaret a été emmenée menottée. 20 ans à construire une vie, à élever mes filles, à gérer la fondation, à faire une différence. Je vais bien, ai-je dit. Est-ce que vous allez bien? Grace a repris la lettre, l'a regardée un long moment. Puis elle l'a pliée soigneusement, l'a remise dans l'enveloppe et me l'a tendue. Je n'ai pas besoin de garder ça, a-t-elle dit. Je sais qui est ma famille, je l'ai toujours su. Hope a hoché la tête. Nous n'avons pas besoin d'une lettre d'un étranger pour nous dire qui nous sommes, a-t-elle dit. Nous sommes des Brennan, nous sommes vos filles, c'est tout ce qui compte. J'ai pris la lettre, l'ai tenue un instant, puis j'ai marché vers la cheminée et l'ai jetée dans les flammes. Nous l'avons regardée brûler ensemble. Les dernières paroles d'Andrew Cole, l'homme qui s'était tenu au-dessus de mon lit d'hôpital et avait souhaité que je meure plus vite, se sont transformées en cendres et en fumée et en rien. C'est une clôture, a dit Grace doucement. Non, ai-je dit, c'est juste du papier qui brûle. La clôture, c'est ce que nous avons construit, ce que nous avons, ce que nous sommes. J'ai regardé mes filles, fortes, gentilles, féroces. La clôture, c'est de savoir qu'elles voulaient ma mort. Et me voici 20 ans plus tard, entouré de gens que j'aime, vivant une vie qu'elles ont essayé de voler. J'ai souri. C'est la seule clôture dont j'ai jamais eu besoin.
Un an plus tard, la Fondation Hope et Grace a célébré son 20e anniversaire avec un gala à Hartford. Au cours de ces 20 ans, nous avions aidé plus de 15 000 patients à défendre leurs droits. Nous avions changé des lois, formé des professionnels de la santé, construit un réseau de défenseurs à travers le pays qui veillait à ce que ce qui m'était arrivé n'arrive jamais à personne d'autre. Je me suis tenu au podium et j'ai regardé la foule. Mon père était au premier rang, 87 ans, toujours lucide, toujours têtu, toujours l'homme qui avait conduit toute la nuit pour sauver la vie de sa fille. Elena était à côté de lui, la femme qui avait tout risqué pour aider une étrangère dans un lit d'hôpital. La femme qui était devenue ma partenaire, mon amie, ma sœur à tous égards importants. Mes filles étaient là avec leur famille. Hope avec son mari et ses 2 enfants. Grace avec sa femme et leur fils adoptif. 3 générations. Tout cela parce qu'une infirmière nommée Elena Vasquez avait posé une simple question. « Pouvez-vous m'entendre? J'ai éclairci ma gorge. Il y a 20 ans, je suis morte. La pièce s'est devenue silencieuse. Je suis morte dans un lit d'hôpital pendant que mon mari se tenait dans le coin, vérifiant son téléphone. Je suis morte pendant que ma belle-mère calculait combien de temps elle devrait attendre pour hériter de mon assurance vie. Je suis morte pendant que mes bébés m'étaient enlevés avant que je ne puisse les tenir. J'ai fait une pause. Sauf que je ne suis pas morte. J'étais piégée, enfermée dans un corps qui ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait rien faire d'autre que d'écouter et d'attendre et de prier. Pendant 30 jours, je les ai entendus planifier mon meurtre, les ai entendus célébrer ma mort, les ai entendus décider de vendre l'une de mes filles comme une propriété. Et pendant 30 jours, je me suis battue, pas avec mon corps, qui était inutile, pas avec ma voix, qui était silencieuse. Je me suis battu avec mon esprit, avec ma volonté, avec le refus absolu de les laisser gagner. J'ai regardé Elena. J'ai eu de l'aide. Une infirmière qui m'a cru quand personne d'autre ne l'a fait. Un père qui a conduit toute la nuit et a combattu un système conçu pour le tenir à l'écart. Des amis et des alliés qui ont tout risqué pour sauver quelqu'un qu'ils connaissaient à peine. J'ai regardé mes filles. Et j'avais une raison de me battre. 2 raisons, Hope et Grace. Les filles que j'ai failli ne jamais rencontrer. Les filles qui sont maintenant mères elles-mêmes, perpétuant un héritage de force et de survie. J'ai pris une respiration. Cette fondation existe à cause de ce qui m'est arrivé. Mais elle continue grâce à vous. Vous tous. Les médecins et les infirmières et les défenseurs qui s'assurent que personne d'autre n'aura à traverser ce que j'ai traversé. Les donateurs qui financent notre travail. Les familles que nous avons aidées et les vies que nous avons sauvées. J'ai souri. Ils voulaient ma mort. Ils voulaient que je sois effacé. Ils voulaient que je disparaisse tranquillement pour qu'ils puissent prendre tout ce que j'aimais. Mais me voici 20 ans plus tard, debout dans cette pièce pleine de gens qui ont dédié leur vie à protéger les vulnérables et les sans-voix. Ils ont échoué et nous avons gagné. Merci. La pièce a éclaté en applaudissements. Je me suis éloigné du podium. Mon père attendait. Il m'a serré dans ses bras avec la même force féroce qu'il avait montrée lorsqu'il était entré dans ma chambre d'hôpital il y a 20 ans et m'avait dit qu'il ne partirait pas. « Je suis fier de toi, ma petite fille, » a-t-il dit. « Ta mère serait fière aussi. Je sais, papa. » Je sais. Je me suis retiré, je l'ai regardé, Elena à côté de lui. Mes filles et leurs familles rassemblées autour. Les centaines de personnes qui étaient venues célébrer 20 ans de lutte pour ceux qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. C'était mon héritage. Pas la vengeance, pas la survie, pas même la justice. Cet amour, la famille, le but, la vie qu'ils avaient essayé de voler transformée en quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, quelque chose de beau. Cette nuit-là, après la fin du gala et le départ des invités, je me suis assise seule sur mon porche arrière. Le même porche où j'avais vu mes filles chasser les lucioles 15 ans auparavant, où je leur avais dit que parfois la meilleure chose que nous puissions faire est de lâcher prise. Les étoiles brillaient au-dessus.
Une douce brise printanière bruissait à travers les arbres. J'ai pensé à la femme que j'avais été il y a 20 ans, piégée dans un lit d'hôpital, incapable de bouger, écoutant sa propre mort être planifiée. J'ai pensé à tous les moments depuis, la thérapie, les cauchemars, le processus lent et douloureux d'apprendre à faire confiance à nouveau, la joie de voir mes filles grandir, la satisfaction de construire quelque chose de significatif à partir des cendres de la destruction. J'ai pensé à Margaret Mort, dans une cellule de prison, Andrew mourant seul dans une chambre louée, Jennifer disparue dans l'obscurité. Ils étaient partis. Et j'étais toujours là, toujours en vie, toujours vivante, toujours gagnante. Une luciole s'est élevée de l'herbe à côté du porche, clignotant sa lumière dans l'obscurité. Je l'ai regardée dériver vers les étoiles. Au revoir, luciole, ai-je chuchoté, les mêmes mots que Hope avait prononcés il y a 15 ans. Puis je me suis levé, suis entré, j'ai fermé la porte sur le passé, sur la douleur, sur tout ce qu'ils avaient essayé de me faire. La porte était fermée et j'étais enfin complètement, irrévocablement libre. La leçon ici est simple, mais inoubliable. Il voulait sa mort. Il voulait qu'elle soit effacée. Mais on ne peut pas s'enterrer une mère. On la plante et elle repousse plus forte, plus féroce, plus vivante que jamais. Cette histoire nous rappelle que notre plus grande arme n'est pas la force physique, c'est le refus d'abandonner. C'est d'avoir quelqu'un qui croit en nous quand nous ne pouvons pas parler pour nous-mêmes. C'est l'amour qui nous fait nous battre quand se battre semble impossible. Si cette histoire vous a ému, touché votre cœur ou vous a donné de la force, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime », laissez un commentaire et partagez vos réflexions. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer notre prochaine histoire. N'oubliez pas, peu importe à quel point les choses deviennent sombres, les Brennan n'abandonnent pas et vous non plus. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour vous apporter des histoires significatives et de précieuses leçons de vie. Merci de faire partie de notre communauté.